Good Monday morning. Welcome to Daybreak. I'm Jody Huisentruit. 7-year-old Jody Huisentruit had a bright future in TV news. On June 27, 1995, the hopes and dreams of the hometown TV anchor mysteriously faded to black. We need your help. One of our news anchors is missing. Jody Huisentruit, the 27-year-old colleague of ours, disappeared 3.5 days ago. No suspects. Maybe somebody will come forward and give that key piece of information that says where Jody is and what exactly happened to her. La disparition de Jody Huisentruit a eu lieu le 27 juin 1995 à Mason City, dans l'Iowa. L'affaire que je vous présente aujourd'hui est une affaire qui s'est produite il y a maintenant 30 ans. Je vous présenterai dans le chapitre suivant un peu plus en détail Jody Huisentruit, mais pour le moment, dans ce chapitre, il est juste important de savoir qu'elle est présentatrice à Kim TV. Cette chaîne ne vous dit probablement rien, mais elle est affiliée à CBS. CBS, ça doit vous parler un peu plus. En tout cas, elle présente le journal télévisé Daybreak, diffusé de 6 à 7 heures du matin. Et ce 27 juin 1995, une collègue et productrice du nom d'Amy Kuntz appelle Jody. Car généralement, Jody arrive au travail vers 3h30, mais ce jour-là, elle n'est toujours pas arrivée, alors elle l'appelle, sans trop d'inquiétude, puisque ça lui est déjà arrivé auparavant d'arriver un peu en retard. Elle l'appelle vers 4h10. Jody décroche et elle lui dit qu'elle a raté son réveil, mais qu'elle arrive tout de suite. Son appartement se situe à seulement 5 minutes en voiture de son lieu de travail, des studios de télévision. Mais malheureusement, elle n'y arrivera jamais. Ne la voyant toujours pas arriver, il décide de l'appeler à nouveau. Alors, ce n'est pas encore trop l'époque des téléphones portables, ils ne peuvent alors la joindre qu'uniquement via son fixe chez elle. Il appelle via son fixe, mais il tombe sur son répondeur. Maintenant, il est 6h du matin, c'est l'heure du journal télévisé, Jody n'est toujours pas là, alors c'est sa collègue Amy Kuntz qui la remplace. Ses collègues commencent ensuite sérieusement à s'inquiéter, même si, comme je vous l'ai dit, Jody est déjà arrivée en retard auparavant, mais malgré tout, elle n'a jamais manqué un journal télévisé. Il est 7h13 lorsque ses collègues décident d'appeler la police. Et aussitôt la police alertée, aussitôt elle se rend chez elle. Avant de vous parler de l'enquête, je vais vous présenter Jody Huisentruit. Elle est née le 5 juin 1968 de Maurice et Imogen Jane Huisentruit. Elle a grandi dans la petite ville de Long Prairie dans le Minnesota et elle est la cadette de 3 filles. Le père de Jody est décédé alors qu'elle n'avait que 13 ans et sa mère est décédée en 2014 sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa fille. Au lycée, elle jouait au golf et aussi au softball, mais elle avait une passion particulière pour le golf. Et après le lycée, elle a brièvement fréquenté l'université d'État de Morehead. Elle a ensuite étudié à l'université d'État de Saint Cloud, où elle s'est spécialisée en communication. Et c'est là-bas qu'elle a co-présenté les émissions d'information du campus. Puis après avoir obtenu son diplôme en 1990, Jody a travaillé brièvement comme hôtesse de l'air avant de se lancer dans une carrière de journaliste d'actualité télévisée. Elle a débuté son travail de journaliste chez Kagan TV en 1991. Elle a ensuite rejoint Kassax TV en 92, puis ensuite en 93, elle a rejoint Kim TV. Elle adorait présenter le journal télévisé du matin. Elle l'appelait même son show. C'était son show et pour rien au monde, elle aurait raté son journal télévisé. Au moment de sa disparition, son contrat de 2 ans avec Kim TV devait prendre fin quelques mois plus tard à l'automne. Elle postulait alors pour des postes dans d'autres chaînes d'information télévisées, mais un peu plus importantes. Au moment de sa disparition, elle a 27 ans, elle vit donc à Mason City, c'est une ville de 29 000 habitants, et elle habite plus précisément dans un complexe de 3 appartements. Elle vit dans le bâtiment C, exactement, et elle vit seule.
et elle habite à même pas 5 minutes en voiture de son lieu de travail. Et elle est décrite comme pétillante. C'est une jeune femme qui est belle, elle est solaire, elle est attachante, intelligente et elle adore parler aux gens. Donc voilà pour son petit portrait. Trois minutes après l'appel à la police, à 7h16, celle-ci est déjà présente sur place à l'appartement de Jody. L'appartement est vide, Jody n'est pas là, elle ne s'y trouve pas. Par contre, sa voiture est toujours là, elle est sur le parking. Il s'agit d'une Mazda Miata rouge de 91. C'est une voiture qu'elle vient tout juste de s'acheter quelques semaines plus tôt. Et autour de sa voiture, la police constate des traces de lutte. Il y a des traces de frottement, donc signe de lutte. Et elle découvre aussi plusieurs de ses affaires éparpillées au sol. Il trouve notamment ses chaussures ainsi que ses clés de voiture et d'autres effets personnels comme un sèche-cheveux, de la laque, des boucles d'oreilles. Jody a donc disparu sur le parking de son immeuble. Et avec tous ces éléments, tout porte à croire qu'elle a été enlevée. Une empreinte de paume de main partielle a été retrouvée sur un lampadaire près de la voiture de Jody et une mèche de cheveux a également été découverte. Sa voiture a ensuite été remorquée pour analyse, notamment pour rechercher des empreintes digitales. Par contre, toutes les preuves que la police a en sa possession n'ont pas été partagées avec nous, avec le public. On ne sait pas si d'autres éléments, par exemple, ont été trouvés. On ne sait pas non plus si la mèche de cheveux a été analysée. Comme l'enquête est toujours en cours, eh bien forcément, toutes les informations ne sont pas partagées. En tout cas, ensuite, il fouille son appartement à la recherche d'indices, de preuves, et il constate que la lunette des toilettes est relevée. Il trouve également 2 verres de vin près de l'évier, ainsi que 2 brosses à dents. Donc là, avec ces éléments, ça nous pousse à penser qu'il y avait une autre personne avec elle dans son appartement, et en l'occurrence, il s'agit d'un homme, puisque la lunette des toilettes a été relevée. Autre élément aussi, son lit a visiblement été fait, ce qui est plutôt étrange, puisque si Jody était en retard au travail, pourquoi elle aurait pris le temps de faire son lit ? Il n'y a aucun témoin oculaire et il n'y a aucune caméra de surveillance filmant le parking. Donc ça, ce sont tous les éléments que l'on a. Les preuves médico-légales sont plutôt légères. Ensuite, plusieurs hypothèses commencent à être émises. On se demande déjà si ce n'est pas un fan qui s'en est pris à Jody. Est-ce un fan qui l'a regardée à la télé et qui était obsédé par elle ? Ou peut-être, au contraire, est-ce un spectateur qui ne l'aimait pas du tout ? En sachant qu'il était vraiment facile pour n'importe qui de trouver son adresse, puisque son adresse et son numéro de téléphone figurent dans l'annuaire téléphonique public de la ville. Donc, si c'est un fan, si c'est un spectateur, un inconnu, il n'est vraiment pas difficile pour quiconque de trouver où elle habite. Ensuite, la police se rend à son travail, au studio de télévision, afin de fouiller son bureau. D'ailleurs, la chaîne télé pour laquelle elle travaille a fait par la suite plusieurs annonces suite à sa disparition. Jody Huisentruit was and still is a very dear friend of mine, as well as all of us here at KIMT, and we're inviting all of you to join us in keeping her and her family in your prayers this evening. It's been 38 hours now since anyone has spoken to Jody Huisentruit. Our News Channel 3 co-anchor disappeared yesterday morning. It's now been nearly 2.5 days since the person who usually sits in this chair disappeared. It's been 84 hours now. Jody Huisentruit, the 27-year-old colleague of ours, disappeared 3.5 days ago. La chaîne TV a donné régulièrement des mises à jour sur la disparition de Jody. Ils en parlaient vraiment régulièrement. Et donc sa disparition a rapidement fait la une des journaux. Sa disparition est devenue nationale. La police a ensuite découvert que Jody a fait un signalement 9 mois avant sa disparition, car dans les mois précédant sa disparition, elle se sentait suivie. We did find out that Jody did make a report of an incident that occurred when she was out jogging. How long ago was that report? I believe that was in October of 1994. En octobre 1994, donc 9 mois avant sa disparition, Jody s'est rendue à la police pour signaler avoir été suivie par une camionnette blanche alors qu'elle faisait son jogging.
Dans certains articles, vous verrez qu'on parle parfois d'une camionnette noire, mais il s'agit bien d'une camionnette blanche. En tout cas, est-ce qu'elle était harcelée? Est-ce qu'elle était suivie? Est-ce que c'est cette personne qui l'a tuée? C'est forcément quelqu'un qui sait où elle habite et qui connaît également son emploi du temps et à quelle heure elle part le matin. En sachant aussi qu'il ne faut que 30 secondes pour Jody pour marcher de son appartement jusqu'à sa voiture. Il ne faut que 30 secondes. Donc l'attaque fut extrêmement rapide et la personne qui l'a attaquée l'attendait probablement. La police n'a jamais trouvé qui la suivait ce jour-là et Jody n'a plus jamais signalé d'autres incidents de ce genre. Le 29 juin 1995, la police demande l'aide du FBI et le 30 juin, les rives de la rivière Winnebago, qui est située à proximité de son appartement, sont fouillées. Mais il n'y a aucune trace de Jody. De nombreuses personnes sont interrogées, que ce soit des collègues, des amis, mais aussi des voisins. Et au moins 3 voisins ont déclaré avoir entendu un cri au moment de la disparition de Jody. Mais malgré ce cri, aucun d'entre eux n'a appelé la police. Ils ont ensuite reçu le témoignage d'un voisin ou d'un passant. Ça diffère en fonction des articles. Mais ce voisin ou ce passant a déclaré avoir aperçu une camionnette Ford Econoline blanche sur le parking ce matin-là. Et ce témoignage est plutôt intéressant puisque lorsque Jody a fait son signalement à la police, lorsqu'elle était suivie, eh bien il s'agissait d'une camionnette blanche. Et suite à cette déclaration, le 1er juillet 1995, la police de Mason City tient une conférence de presse et annonce qu'elle recherche une camionnette Ford Econoline blanche du milieu des années 1980. Ils annoncent également que sa disparition est officiellement classée comme un enlèvement. Maintenant, il est temps de vous parler d'un ami de Jody qui s'appelle John Van Cise. Cet ami est rapidement rentré dans le viseur des policiers. John Van Cise a commencé à devenir suspect lorsque le matin de la disparition, il s'est présenté à l'appartement de Jody alors que la police était là, sur place, et il est allé leur parler de lui-même et il leur a dit qu'il était la dernière personne à avoir vu Jody. Il a raconté que Jody était avec lui, chez lui, la veille au soir de sa disparition et qu'ils ont regardé ensemble une vidéo, une cassette d'une fête d'anniversaire. En fait, cette fête, c'est lui qui l'avait organisée pour l'anniversaire de Jody, puisque son anniversaire a eu lieu 2 semaines plus tôt. Elle venait d'avoir 27 ans et il a organisé cette fête pour elle avec l'aide d'une autre amie, Annie Cross. Et donc la veille de sa disparition, ils ont regardé la cassette d'anniversaire ensemble. Et selon lui, elle était bien, elle était contente, elle a aussi beaucoup ri et elle a même ri au moment où elle est partie de chez lui. And we watched the tape and we chuckled and we laughed, we giggled, we hee-hawed, we did everything. We said, we're going to cut this portion out of the tape, we're going to cut this portion out of the tape. Then we laugh about it. Suite à cette déclaration, la police lui demande d'apporter la vidéo au commissariat afin de la visionner. Et sur la vidéo, on voit notamment John soulever Jody et la prendre dans ses bras. On peut le voir aussi la regarder, mais avec un regard assez particulier, avec insistance. Et il la regarde également d'une certaine manière, avec une certaine attention lorsqu'elle parle à d'autres personnes. Donc un regard, encore une fois, un peu plus insistant. À partir de là, il est interrogé au moins 2 reprises et c'est là qu'il devient suspect dans la disparition de Jody. Alors, il a rencontré Jody un jour dans un bar alors qu'elle était avec son amie Annie Cross. Il les a vus au bar et il a voulu leur offrir un verre. Et depuis, ils se parlent, ils se voient et ils font aussi souvent du ski nautique ensemble sur son bateau puisque John possède un bateau. Et il habite dans le même complexe d'appartements que Jody. Donc là, je me demande tout de même si c'est possible qu'il connaissait Jody bien avant. Il l'a forcément croisée dans les appartements. Et puis lorsqu'il l'a vue au bar, il est allé l'aborder. À savoir qu'il a 22 ans de plus qu'elle et il raconte qu'il la considère comme sa fille. Et suite à sa disparition, il pense que Jody est vivante
quelque part. Honestly, she's alive somewhere. I just hope she's not hurt. I hope she's okay. I hope she can come back soon. Ils passaient vraiment beaucoup de temps ensemble. Par exemple, le week-end précédant sa disparition, le week-end du 23 au 25 juin, elle a été faire du ski nautique avec lui sur son bateau. Il n'était pas tout seul à deux. Souvent, il y avait le groupe d'amis de Jody. Et son journal intime a été retrouvé et on peut lire dans celui-ci combien elle s'est amusée à faire du ski nautique ce week-end-là. Le week-end encore précédent, les 17 et 18 juin, ils étaient aussi ensemble, à nouveau pour faire du bateau et pour danser. Donc ils passaient vraiment beaucoup de temps comme ça ensemble. Et John Van Cise passait alors son temps à s'amuser avec ce groupe de jeunes, alors que lui, il approchait les 50 ans. Je vais maintenant vous parler rapidement de la veille du drame. Jody devait participer à un tournoi de golf, mais il a finalement été annulé à cause du temps. Mais elle est tout de même allée à ce tournoi. Elle a passé la journée au clubhouse du golf. Et là-bas, elle a dit à certaines personnes qu'elle comptait changer de numéro de téléphone et qu'elle comptait aller à la police car elle n'arrêtait pas de recevoir des appels téléphoniques incessants. Donc là, visiblement, il y a une camionnette blanche qui la suit et elle reçoit aussi des appels téléphoniques harcelants. Ensuite, elle a quitté le clubhouse du golf peu avant 20h et elle a appelé une amie à 20h24. Et ensuite, elle s'est rendue chez John pour visionner la fameuse cassette d'anniversaire. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la veille de sa disparition. Pour en revenir maintenant à John Van Cise, il s'est lié d'amitié avec Jody alors qu'il était dans une période mouvementée. Il venait tout juste de divorcer et il avait aussi été arrêté à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse. Donc il était dans une période assez compliquée. Sauf que depuis qu'il a rencontré Jody, eh bien sa vie s'est grandement améliorée. Et il semblait intéressé par elle. Alors lui, il disait qu'il la considérait comme sa fille, mais en réalité, il est bien possible qu'il voulait davantage avec elle. Il suffit de voir comment elle se comportait avec, comment elle pouvait l'attraper, la porter, comment il la regardait, et il a même nommé son bateau Jody. Il a donné son nom à son bateau, pour vous dire. I even named my boat after her because just because she's Jody, you can't help but love the woman. You just can't help but love her. Et il y a d'autres déclarations comme celle-ci qui sont assez révélatrices et montrent que John Van Cise a l'air fasciné par Jody. We were. Yeah. We had a blast together. We just laughed and laughed and laughed. I just love watching her have fun. I try to watch over. I try to check on her once in a while, not all the time, just once in a while, see how she's getting along. If her go to her apartment, she'd let some men's clothes, they're mine. If I had a shirt she liked, I'd wear it for a while, but I'd give it to her. La théorie dit qu'il était obsédé par elle, qu'il lui a fait des avances, qu'elle a refusées, puis qu'il s'en est pris à elle. Initialement, Annie Cruz, l'amie de Jody, ne pensait absolument pas que John Van Cise avait quelque chose à voir dans la disparition de son ami. Sauf que maintenant, 30 ans plus tard, elle pense désormais qu'il ait pu s'en prendre à Jody, qu'elle a repoussé ses avances et qu'il s'en est pris à elle. Il y a aussi eu une histoire étrange avec lui concernant la voiture de Jody. En fait, la police a découvert que sa voiture n'était pas à son nom au moment de sa disparition. Elle était au nom de son ancien propriétaire, puisqu'elle venait de l'acheter quelques semaines plus tôt et le transfert de propriété du véhicule était toujours en cours. L'ancien propriétaire se nomme John Lessard. C'est un homme d'affaires. Et John, en fait, a raconté à une de ses amies que ce John Lessard est le petit ami de Jody qui lui a offert cette voiture pour son anniversaire, sauf qu'elle ne l'aime pas, alors elle a décidé de lui rendre. Alors, Jody s'est offerte cette voiture toute seule. John Lessard, l'ancien propriétaire, n'est pas son petit ami. Ils ne se connaissent pas. Ils se sont juste vus dans le cadre de la vente. Donc, pourquoi John Van Cise a raconté cette histoire? Est-ce qu'il s'est monté la tête car il l'a vue avec un autre homme? Donc, finalement, soit Jody a refusé ses avances et il a mal pris, ou bien il est aussi possible qu'elle avait réellement un petit ami, qu'il a découvert, qu'il est devenu alors jaloux et qu'il l'a également mal pris.
Car rappelez-vous, il y a toujours cette histoire des 2 verres de vin et des 2 brosses à dents qui ont été retrouvés chez elle, et aussi de la cuvette des toilettes qui a été relevée. Ces éléments montrent bien la présence d'un homme dans l'appartement, même si à ce jour, on ne sait toujours pas qui était là avec elle dans son appartement et à qui appartenait cette seconde brosse à dents. Et selon Annie Cruz, John s'incrustait aussi dans les conversations de Jodi. Si elle se trouvait avec quelqu'un d'autre, si elle parlait avec quelqu'un d'autre, il s'incrustait. Il voulait s'assurer auprès de tout le monde que Jodi était avec lui, comme si qu'elle lui appartenait, et il se mêlait donc souvent de ses affaires. Donc là, on peut voir tout de même les caractéristiques d'un homme assez obsessionnel. Aussi, il faut que je vous parle maintenant du témoignage d'un voisin et ami de John Van Cise. Cet ami a raconté que le matin de la disparition, il a trouvé John plutôt nerveux. Il a aussi dit que John lui a dit que Jodi est partie, et ce, avant que la police ne fasse une quelconque déclaration publique. Il a aussi vu des traces de pneus devant l'appartement de John. Et aussi, dernier élément, il a raconté que John lui a dit que Jodi est restée dans son appartement la veille jusqu'à 23h et qu'elle est partie ivre. Or, il n'a jamais dit ça à la police, il n'a jamais dit que Jodi était ivre. Donc là, au final, il y a pas mal d'éléments qui s'accumulent tout de même, il y a pas mal d'éléments suspects autour de lui. Par contre, il a un alibi, c'est une amie qui est son alibi. En fait, cette amie l'a appelé chez lui à 6h le matin de la disparition pour qu'ils aillent se promener ensemble. Et lorsqu'ils se sont promenés, elle l'a trouvé plutôt normal, elle n'a pas du tout trouvé nerveux, il était normal. Et selon cette amie, qui le soutient encore aujourd'hui, il n'est absolument pas possible qu'il ait enlevé Jodi dans les 4h du matin, puis qu'il s'est débarrassé du corps et qu'ensuite il est revenu à 6h chez lui lors de son appel téléphonique. John Van Cise a passé 2 tests polygraphiques qu'il dit avoir réussi. Mais les policiers n'ont fait aucun commentaire sur ces tests. Ensuite, il a déménagé à Phoenix, en Arizona, et il a toujours nié son implication dans la disparition de Jodi. Il n'a jamais été arrêté, même s'il reste tout de même dans le collimateur de la police. Et en mars 2017, des dispositifs de localisation GPS sont installés sur ces 2 véhicules, une Honda de 98 et un GMC 1500 de 2013. 2 véhicules qui n'existaient pas en 1995. Pour autant, ils ont installé ces dispositifs afin de suivre ses déplacements et peut-être trouver des informations qui peuvent mener au corps de Jodi. Peut-être que parfois il se rend sur le lieu de sépulture de Jodi. Sauf qu'ils n'ont trouvé aucune information utile. Alors, bien évidemment, ces dispositifs ont été placés sans qu'ils le sachent. Toujours en mars 2017, il a été cité à comparaître devant un grand jury. Il a dû fournir un échantillon d'ADN et des empreintes digitales. Sauf que suite à cette enquête du grand jury, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il est possible que des analyses ADN ont été faites, mais que cela n'a rien donné. Après, à nouveau, comme l'enquête est toujours en cours, toutes les informations ne sont pas dévoilées. John Van Cise est décédé en décembre 2024. Un autre suspect dans cette affaire est Tony Jackson. Il a été condamné à la prison à vie pour avoir violé 4 femmes en 18 jours dans la région de Minneapolis-Saint Paul. Il a été retrouvé et arrêté en 1997 lors d'un contrôle routier. La police a fouillé sa voiture et a trouvé une corde, des menottes, une arme et du ruban adhésif. Et c'est ainsi avec ces éléments qui l'ont lié aux affaires de viol. Et il est devenu une personne d'intérêt dans la disparition de Jodi lorsqu'il a été découvert qu'il vivait à Mason City dans l'Iowa lorsque Jodi a disparu. Il vivait à 2 pâtés de maison des studios de la chaîne de télévision où elle travaillait. Pour vous parler un peu rapidement de Tony Jackson, il a été un joueur de basket prometteur au Waldorf College de l'Iowa. Il avait de bons résultats scolaires, donc il avait un avenir plutôt prometteur. Sauf que ça a dérapé. Il était violent
avec les autres, ce qui l'a finalement conduit à être renvoyé de l'université. Puis 1 an et demi avant la disparition de Jodi, il s'est inscrit au North Iowa Community College de Mason City et c'est là-bas qu'il a commencé à développer un intérêt pour la télévision, pour les émissions de télévision et apparemment il aurait fait quelques talk shows. La théorie dit alors qu'il a commencé à regarder des émissions de télévision, notamment les émissions locales, les actualités locales. Il a commencé à les observer, à voir comment ils font leur travail, et c'est là qu'il a vu Jodi. Ensuite, il a commencé à la traquer, à connaître son emploi du temps et ses horaires. Une ancienne petite amie de Tony Jackson a raconté qu'ils avaient rompu 5 jours avant la disparition de Jodi. Et lors de cette rupture, ce fut une conversation assez violente. And it was violent, very violent. I mean, it was a totally different person. It was like the devil stepped inside of him and just took over. Et cette ex-copine ressemble beaucoup à Jodi. Par la suite, elle s'est remise brièvement avec Tony jusqu'à une nouvelle crise de colère. Il s'est mis en colère et il a tenté de l'étrangler et suite à cet incident, suite à cette agression, il a été placé en garde à vue. Mais les charges contre lui ont finalement été abandonnées car elle a déménagé et elle a refusé de poursuivre les charges. Nous avons également le témoignage d'un ancien compagnon de prison de Tony Jackson. Il a fait un témoignage plutôt intéressant. Il a raconté que Tony lui a dit qu'il a enlevé et tué une présentatrice. He says I abducted a anchor woman and killed her. Cet ancien compagnon de cellule a également raconté que Tony Jackson s'est vanté de ses actes dans une chanson de rap. Il a écrit une chanson sur la mort de la personne qu'il dit avoir tuée, donc en l'occurrence possiblement Jodi, et il se souvient de ses paroles. Il les a à l'époque écrites. He said, she's a stiffin around tiffin, and pilot a silage and a bilo low below. D'après ses paroles, il est possible que Jodi a été enterré près d'une ferme, près d'un silo agricole à Tiffin, dans l'Iowa, à quelques heures de Mason City. Suite à ce témoignage, la police, accompagnée de chiens renifleurs, se sont rendus à Tiffin afin d'effectuer des fouilles et trouver d'éventuels restes humains. Mais ces fouilles n'ont rien donné. Finalement, le 5 mai 1999, la police de Mason City publie une déclaration dans laquelle ils disent qu'après une enquête approfondie, après des entretiens, des analyses en laboratoire, un test polygraphique, etc., eh bien, Tony Jackson n'est pas considéré comme un suspect dans la mort de Jodi. Une autre personne d'intérêt dans cette affaire qui a émergé cette année, enfin cette personne a commencé à être suspectée en 2022, mais elle est revenue tout récemment cette année sur le devant de l'affaire. Il s'agit du mari de la meilleure amie d'enfance de Jodi, Brad Millerburn. Brad Millerburn et sa femme Patty Niemeyer ont divorcé 4 jours seulement avant la disparition de Jodi Huisentruit en juin 1995. Et avec du recul, les années passant, Patty Niemeyer a commencé à avoir des soupçons sur l'implication de son ex-mari dans la disparition de sa meilleure amie d'enfance. En fait, un jour, son ex-mari l'a appelé à l'improviste pour lui dire, alors je n'ai plus la phrase exacte, mais c'était « Est-ce que tu sais quel jour on est ?» ou « Est-ce que tu te rends compte de quel jour on est ?» Elle a répondu que non et il lui a dit que c'est le 10e anniversaire de la disparition de Jodi. Et ça, elle a trouvé ça étrange car ça faisait des années qu'ils étaient séparés et c'était bien la première fois qu'il l'a contactée. Donc elle a trouvé ça étrange, même si peut-être il a voulu discuter avec elle normalement pour voir comment allait son ex-femme, puisque c'était sa meilleure amie d'enfance. Sauf que par la suite, elle s'est souvenue du comportement étrange de son ex-mari envers Jodi à l'époque, lorsqu'ils étaient encore mariés. Selon elle, Brad Millerburn était obsédé par sa copine. Il parlait souvent de Jodi, il lui posait aussi des questions sur ses allées et venues, il lui demandait ce qu'elle faisait. Et au moment de sa disparition, il était donc fraîchement divorcé. Donc, est-ce qu'il a tenté quelque chose avec Jodi ?
Finalement, Patty Nehmeyer a contacté la police pour leur faire part de tous ses doutes, de ses soupçons. Et c'est là que les enquêteurs ont commencé à suivre cette piste et ont commencé à enquêter sur Brad Millenburn. Et ils ont en effet découvert 2-3 petites choses. Ils ont notamment découvert qu'il avait déjeuné ou dîné avec Jody l'automne précédant sa disparition et ils auraient même échangé par téléphone le mois de sa disparition. Donc finalement, ils étaient bien en contact tous les deux, il y avait un lien. Et il s'avère, alors écoutez bien, qu'il conduisait une camionnette blanche Ford Econoline, donc la même camionnette qu'un témoin a vu rôder autour de l'appartement de Jody le matin de sa disparition. Un croquis d'un potentiel suspect a aussi été réalisé à un moment lors de l'enquête et selon l'ex-femme, ce croquis correspond parfaitement à son ex-mari. Et c'est cette année que des recherches ont été menées à Winsted, dans le Minnesota, là où vit Brad Millenburn, mais aucun reste humain n'a été trouvé. Néanmoins, malgré ces éléments, selon la police, Brad Millenburn s'est toujours montré très coopératif. Il a aussi accepté de fournir son ADN et il s'est aussi soumis à un test polygraphique. Aujourd'hui, il n'a jamais été arrêté et jamais été poursuivi dans cette affaire. De nombreuses recherches ont été menées, des détectives privés ont été engagés, des médiums ont été consultés, des panneaux d'affichage ont été installés, de nouvelles recherches ont été menées, il y a eu des fouilles dans plusieurs zones, mais malheureusement, à ce jour, aucune de ces recherches n'a mené nulle part. Par contre, le dossier n'est pas fermé, il n'est pas classé, l'enquête est toujours en cours. Une récompense de $50,000 est promise à quiconque qui aiderait à retrouver le corps de Jody Huisentruit. De nombreuses théories ont été explorées, ont émergé. Alors je ne vais pas tout vous détailler car on parle d'une enquête qui dure depuis 30 ans, c'est énorme. De nombreuses autres pistes ont été suivies, même si ici je vous ai parlé vraiment des théories les plus principales, celles qui ressortent le plus, mais il y a eu d'autres pistes. Il y a eu par exemple la théorie du réseau de drogue, puisque dans la ville de Mason City, il y a apparemment un vrai réseau de drogue. Il y a la piste du stalker, il y a de nombreux hommes apparemment qui étaient attirés par elle. Il y a aussi eu la piste du tueur Jerry Burns qui a été suivie. Pour vous parler rapidement de cette théorie, Jerry Burns a tué une jeune femme de 18 ans du nom de Michelle Martinko en 1979. Elle a été attaquée et tuée alors qu'elle montait dans sa voiture, donc tout comme Jody, qui a été enlevée également lorsqu'elle se rendait à son véhicule. Et les deux femmes ont également des similitudes physiques. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Michelle Martinko. Donc la police s'est demandé si ces deux affaires pouvaient avoir un lien entre elles. Est-ce que Jody a pu être tuée des mains de ce Jerry Burns ? Eh bien, aucune preuve, aucun ADN pouvant relier Jerry Burns à la disparition de Jody Huisentruit n'a été trouvé. Et il n'y a d'ailleurs aucune preuve qu'il connaissait Jody. Il y a aussi eu la piste d'un autre délinquant sexuel qui s'appelle Tom Kurskaden. Il se trouvait également dans le quartier de Jody au moment de sa disparition. Il a été interrogé et il a nié toute implication dans sa disparition. Il est mort en janvier 2022. Idem pour Christopher Rivak, un meurtrier. Il a tué 2 femmes et il a également été brièvement soupçonné dans la disparition de Jody Huisentruit. Donc là, des preuves, des pistes, des théories comme celle-ci, il y en a énormément. On parle de 30 ans d'enquête. 30 ans que Jody Huisentruit a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et ce qui lui est arrivé reste complètement un mystère. Est-ce que c'est John Van Cise qui l'a tué ? Est-ce que c'est Tony Jackson ? Est-ce que c'est l'ex-mari de sa meilleure amie d'enfance ? Ou est-ce quelqu'un d'autre ? Le 14 mai 2001, 6 ans après la disparition de Jody, celle-ci est déclarée légalement morte. En 2003, un site web est créé par un groupe de journalistes et d'anciens policiers. Ce site s'appelle findjody.com. Vous trouverez plein d'éléments sur cette affaire. En fait, vous trouverez littéralement tout
toute l'enquête, tous les détails. Il y a même un podcast de 21 heures sur ce site. Concernant la voiture de Jodi, elle a été rendue à sa famille quelques mois seulement après sa disparition, ce qui est plutôt dommage puisqu'à ce jour, avec les avancées technologiques, de nouvelles analyses auraient pu être réalisées sur cette voiture et peut-être qu'une nouvelle découverte aurait été faite. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, à quelle théorie vous croyez. J'espère qu'un jour on connaîtra la vérité, qu'on retrouvera Jodi, ou du moins ses restes. Je vous laisse sur ces mots, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.